Alors, il y a une chose importante dans la voie Spanda, c'est qu'on considère que tout est conscience et vibration dans le cosmos. Et si vous comprenez bien ça, ça vous met dans une position assez intéressante parce que du coup, ce qui est à l'intérieur de vous, vous-même et le cosmos n'êtes plus différents. C'est une idée très spéciale. Pour nous, la matière est conscience et vibration. On ne reconnaît pas de matière morte. Et bien sûr, l'idée de la voix, c'est de sentir cette conscience et cette vibration soi-même. À partir du moment où vous sentez conscience et vibration en vous-même, vous allez commencer à être sensible à la conscience et à la vibration des objets que vous touchez. Et autant il est facile d'imaginer qu'il y a de la conscience et de la vibration dans une plante ou dans un arbre, parce qu'on peut le sentir, on peut le voir bouger, on peut, si on le touche, sentir qu'il y a quelque chose. C'est plus difficile de sentir la même chose avec une pierre, par exemple. Mais ça va venir aussi. Donc il y a un moment où cette non-séparation de vous-même avec le cosmos devient très utile parce que c'est la porte des états extatiques. Si vous n'êtes pas différent de ce qui est à l'extérieur de vous-même, votre limite va devenir fluctuante. Si vous faites un sondage, si vous demandez aux gens dans la rue où leur corps s'arrête, la plupart des gens vont dire jusqu'à ma peau c'est moi, après c'est plus moi. En fait, dans la pratique de notre yoga, vous allez très vite sentir que votre corps vous dépasse, que l'image de votre corps est fluctuante, qu'elle peut être beaucoup plus vaste. C'est ce qu'on ressent quand on est amoureux. Quand vous êtes amoureux, vous pouvez aller chercher l'autre à 1000 km, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voyager dans l'espace. Quand vous êtes très amoureux, vous faites des choses assez étranges. Par exemple, si vous passez sous une porte, vous baissez la tête comme si vous alliez vous cogner, alors que le haut de la porte est à 2,20 mètres, il n'y a aucun risque de se cogner. Mais quand on est très amoureux, on a l'impression qu'on est trop vaste pour l'espace qui nous est donné. Et on a des petits réflexes bizarres de se baisser en passant les portes. Et on a cette sensation délicieuse de pouvoir évoluer dans l'espace, la rencontre de l'autre qui peut faire exactement la même chose. Donc le yoga, en fait, c'est se mettre dans un état amoureux constant. C'est fantastique parce que si l'état amoureux ne dépend que de nos amoureuses et de nos amoureux, on va souffrir. Alors que si on a une relation amoureuse avec l'espace, elle sera toujours là. Et une fois qu'elle est établie, c'est-à-dire une fois qu'elle est ressentie, elle ne vous quitte jamais. Donc vous avez toujours cette impression qu'il y a une vie amoureuse en dehors des relations amoureuses. C'est ce qui fait que les yoginis, qui vivent souvent seuls dans les montagnes, donnent l'impression d'avoir une vie amoureuse incroyable, simplement parce que leur lien à la nature, à l'espace, est tellement puissant qu'elles sont dans un émoi constant, un bouleversement constant des cellules, une sorte d'agitation fantastique des organes. Et c'est très important de savoir ça, parce que tout le monde n'a pas une vie amoureuse satisfaisante ou heureuse, et de penser qu'on peut être dans un état d'intensité amoureuse sans avoir nécessairement besoin de quelqu'un, c'est le grand secret des yoginis. Et tout ça, ça vient par le souffle. Le souffle, le mouvement ralenti vont créer du silence mental. Alors il y a un lien entre le souffle, le silence mental et l'ouverture du corps à l'espace. Ça va ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Si le mental est agité, on ne va pas sentir cette éclosion. Si le souffle n'est pas là,
le corps va rester en lui-même. C'est un peu comme les poupées russes, hein. Il y a une toute petite au milieu, elle devient de plus en plus grande. Dans notre yoga, vous êtes la plus petite poupée russe du centre. Et tout d'un coup, vous sentez qu'il y en a une autre, qu'il y en a une autre, qu'il y en a une autre. Dans beaucoup d'approches, il y a toutes sortes de définitions de corps différents. Nous, on n'a pas ça du tout. On a un seul corps, c'est le corps cosmique. Et quand on lit la poésie des yoginis, on s'aperçoit que ça parle très souvent de ce corps qui dépasse le corps qu'on pourrait observer dans un miroir. Donc tout notre yoga, c'est de sentir cette fluctuation, sentir la fluctuation des émotions, de la pensée, tout ça dans un espace qui n'est plus restreint, un espace beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et ça vous donne cette impression continue de vous étendre dans l'espace, de revenir vers le centre avec les émotions agréables. Vous partez dans l'espace avec les émotions désagréables. Vous revenez vers le centre, mais vous avez toujours l'impression d'un mouvement. Si bien qu'après quelques temps de pratique, ce qui vous importe, c'est le mouvement et pas la connotation positive ou négative. Vous ne pensez plus qu'une émotion dite négative est vraiment négative puisqu'elle procure du mouvement, qu'elle vous ramène vers le centre et que la prochaine émotion dite positive va ouvrir complètement l'espace. Et c'est comme ça qu'on se désintoxique un peu du choix émotionnel, du filtrage émotionnel. Bien sûr, tout le monde préfère avoir des sensations, des émotions agréables plutôt que des sensations et des émotions désagréables, mais on filtre en continu et on réorchestre notre vie émotionnelle en continu. Quand c'est positif, ou on trouve que c'est positif, on voudrait que ça dure toujours. Quand c'est négatif, on voudrait que ça disparaisse en 3 secondes. Donc il n'y a pas le respect fondamental de la puissance, de l'énergie d'une émotion. On voudrait toujours que ce soit différent. D'où notre état de confusion assez remarquable quand même. Or, cette orchestration est impossible et elle nous demande une énergie continue tout au long de la journée. Le yoga de la voie Spanda, c'est vraiment d'ouvrir, de laisser entrer tout ce qui veut entrer, mais surtout de laisser sortir tout ce qui veut sortir. C'est vraiment un flux continu. Ça rentre, ça sort. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais recherché la maîtrise des émotions ou l'abstraction du domaine émotionnel, parce qu'on s'est dit, bon, si on peut laisser l'émotion libre, si on peut la laisser couler librement, il n'y a aucune raison de la contrôler. Ce qui va rentrer va sortir très vite. Et on arrive à ce paradoxe que pour nous, une yogini, un yogin, a 100 fois, voire 1000 fois plus d'émotions que quelqu'un qui n'est pas dans la pratique, mais il n'y a pas cette stagnation émotionnelle qu'on connaît tous et qui nous perturbe énormément toute la journée. Donc vous devenez un peu comme le ciel. Il y a cette image souvent dans les poèmes que les yogins sont comme le ciel, traversés par des étoiles filantes, des explosions, des comètes. Donc c'est un grand oui en fait à la vie. C'est arrêter de choisir, de filtrer, laisser entrer tout ce flux émotionnel, le laisser sortir, et bien sûr ça va rendre la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus riche. Vous allez être dans un état de vibration beaucoup plus puissant, et plus l'état de vibration est puissant, moins les émotions vont rester dans le corps. Donc théoriquement c'est assez simple, et ça demande une pratique à la fois douce et constante,
vraiment s'imaginer qu'on est une sorte de cannibale à espace. On va manger tout ce qui vient. Et on va le laisser sortir. Si vous faites ça, la peur va disparaître. Et quand vous n'avez plus de peur émotionnelle, vous êtes complètement vivant. C'est assez logique parce que vous savez, vous saurez par expérience que l'émotion qui entre ne va pas s'éterniser en vous, que ça va être comme une étoile filante, ça va faire fini. Donc, même quand une émotion, une sensation désagréable arrive, si vous avez cette perception qu'elle est déjà presque finie, il n'y a plus ce réflexe de fermeture, ce réflexe de peur, ce réflexe de tri qu'on effectue sans arrêt. Donc c'est un point extrêmement important d'arriver à cette liberté émotionnelle, de laisser entrer, de laisser sortir tout ce qui se présente. Votre diaphragme va vous aider beaucoup. Il va être comme une méduse avec un mouvement ample. C'est comme une pompe qui va absorber l'émotion et la laisser sortir. Dans un texte, on dit que les émotions s'auto-libèrent. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire, ce n'est pas un travail, c'est le cycle naturel. Mais si vous n'êtes pas présent au corps, c'est comme si les émotions ne trouvaient pas de porte de sortie, et donc elles vont stagner dans votre corps. Si vous êtes présent, vous allez sentir où une émotion travaille dans le corps. Vous allez sentir des points ou un point, et vous allez sentir comme le corps peut laisser entrer cette émotion et la laisser sortir sans résistance. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des dizaines, voire des centaines d'émotions simultanées, très étranges, incompréhensibles pour vous, encore plus pour les autres, vous aurez cette impression très fraîche qu'il y a une émotion qui surgit et qui disparaît, mais pas ce paquet émotionnel qui vous échappe totalement et qui est chargé de multiples émotions. Parce qu'il y a, dans le domaine émotionnel, il y a toutes les émotions qui sont rattachées à votre histoire personnelle. Toutes les émotions que vous pourriez décrire à un psychothérapeute en racontant votre vie. Mais c'est qu'une toute petite partie. Dans votre vie émotionnelle, il y a énormément de choses qui ne vous appartiennent pas ou pas directement, parce qu'elles ne sont pas liées à des événements de votre vie. Ça peut venir de vos ancêtres, ça peut venir de votre sensibilité. Vous allez dans un lieu public, si vous êtes ouvert, votre corps va boire des émotions qui ne vous appartiennent pas du tout. Vous ne savez même pas que vous êtes en train de les absorber. Et tout ça, ça va attendre la libération en fait. Et heureusement, quand on fait ce yoga des émotions, quand il y a ce circuit continu, les émotions anciennes ou les émotions inconscientes que vous ne pouvez pas tracer ou relier à votre vie vont profiter de cette énergie pour sortir du corps. Donc il y aura un grand flux, ça va tourner et vous vous sentirez plus léger sans avoir besoin de savoir ce qui sort et d'où ça vient. Parce qu'on est un peu obsédé dans notre siècle par l'idée de trouver la source des émotions. On peut passer beaucoup de temps à chercher la source, souvent on ne la trouve pas, et même quand on la trouve, c'est pas pour ça qu'on va aller mieux. Vous saurez pourquoi vous allez mal, c'est ça la différence. Mais dans le yoga des émotions, l'idée c'est un constant recyclage du passé, du présent,
de tout ce qui peut nous traverser. Et il y a un moment où ça se fait naturellement, c'est un flux naturel qui devient de plus en plus court. Alors on arrive à cette chose étonnante d'être vraiment comme un objet dans l'espace qui est bombardé par toutes sortes de luminosité et qui en même temps ne s'attache à rien, n'essaye pas de retenir. Et ça, c'est la liberté. À la fois, en fait, quand tu vis ce yoga des émotions, il y a ce ressenti, en fait, de l'émotion qui est là. Et à la fois, bien souvent, il y a aussi le mental, en fait, qui s'y met, qui raconte l'émotion. Est-ce qu'on peut parler d'un yoga du mental, tu vois Non, parce que l'idée, c'est que le corps soit plus rapide que le mental. Le mental est très rapide. Donc l'idée, c'est vraiment que le corps capte l'émotion au tout début et que l'attention soit entièrement sur le corps. Et le mental n'a pas le temps de s'emparer de l'émotion. Il y a cette phrase dans un tantra, hein, le mental nous vole nos émotions. Et en décrivant une émotion, il va l'amplifier, il va la transformer. La description n'est jamais identique à ce qui était ressenti. C'est une sorte de roman qui se développe à partir de la première sensation. L'histoire devient de plus en plus compliquée. Et chaque fois qu'on se raconte l'histoire, on réactive l'état émotionnel physique. C'est ce qui fait qu'on peut souffrir pendant 10 jours, voire 10 ans avec une seule chose, parce qu'il y a la répétition mentale. Ça répète, ça répète, ça répète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écouter le discours intérieur. Ça, c'est très important. Quand vous êtes seul, prenez l'habitude de parler ce que vous racontez. Parce qu'il faut l'entendre. C'est tellement absurde que si vous l'entendez physiquement, vous allez trouver que c'est vraiment ridicule. Vous allez vous entendre répéter pour la 15e fois, alors il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Vous rajoutez les petits détails, que ce soit plus croustillant, pour être sûr de ne pas pouvoir vous en sortir, vous amplifiez la chose. Et ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie. Le corps est incapable de stocker. Le corps, dès qu'il éprouve quelque chose, toute son énergie se met à la libération de cette chose. C'est automatique. Donc sortir de la description mentale de sa vie émotionnelle, c'est la base. Si vous parlez vos émotions, quand quelque chose vous perturbe, vous parlez, vous racontez l'histoire encore et encore, enregistrez-vous un jour. Et après, essayez d'écouter ça. Et vous serez choqué. C'est pas possible, je suis intelligent. Et ça fait la 23e fois que je me répète cette histoire qui n'a aucun intérêt. Il faut s'entendre pour que ça s'arrête. Donc c'est comme ça qu'on arrête le discours mental en l'écoutant vraiment et en laissant le corps faire son travail immédiat. Et là, ça va commencer à tourner. Et on commence avec des petites émotions, on continue avec des émotions plus fortes, mais toujours positives, après avec des émotions positives très puissantes, et on fait ça pendant 3 mois. Ensuite, seulement, on commence avec les petites émotions négatives. Et on s'apercevra que, comme on est habitué à ce circuit, ça va se faire très bien. Avec les émotions négatives plus fortes, ça va se faire un peu moins bien. Avec les émotions négatives très fortes, ça va se faire pas du tout. Ou de temps en temps, par accident, ça va marcher. Donc c'est une pratique constante qui demande beaucoup de patience en fait. Et puis surtout une présence continue mais légère. C'est le plus difficile en fait, c'est de pratiquer sans arrêt
mais avec douceur, d'une manière un peu enfantine, comme si c'était un jeu. C'est un jeu, c'est un grand jeu. Les enfants savent très bien jouer sérieusement. Les adultes ont perdu cette capacité. Donc vous dites, bon, ma vie émotionnelle me pose quelques problèmes. On va essayer de fluidifier tout ça, que ça circule. Et là, c'est un peu comme un sport en fait, hein, un sport émotionnel. Vous pratiquez tous les jours un petit peu, vous faites votre petit jogging émotionnel. Et l'acceptation de l'échec, ça fait partie de la pratique. On ne peut pas toujours réussir, c'est normal. Donc, il faut prendre l'échec aussi avec légèreté. C'est pas grave. Et vous continuez comme un artiste. Un artiste, un peintre, il va peindre tous les jours. Il ne se lève pas le matin avec l'idée de produire un chef-d'œuvre. Il sait juste qu'il va peindre. Et peut-être, ce jour-là, quelque chose de magnifique va émerger. Peut-être pas. Cette sorte de patience, d'artisanat en fait, de la conscience. On produit une œuvre d'art d'une manière continue, en acceptant de temps en temps rien de phénoménal ne se manifeste. Jusqu'au moment où on a cette impression qu'on crée. Plus on compare le yoga à la création artistique, mieux on le comprend ça. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et aucun artiste n'a l'idée folle de réussir tout ce qu'il fait. Il sait qu'il va y avoir des échecs, il va y avoir des choses magnifiques, il va y avoir des choses neutres. Mais c'est l'enthousiasme de la créativité, de recommencer chaque jour. Et si on pratique comme ça, on devient un artiste du yoga. C'est toute l'idée.